l'interview donnée par Monsieur Basson à l'émission Sous l'arbre à palabres. Le thème de l'interview est la pensée africaine et son paradigme. Monsieur Basson, dans l'émission Recto Verso sur votre livre Pensée africaine, vous parlez des théories élaborées, pensées par les élites africaines pour l'Afrique. Qui sont ces élites dont vous parlez ? Eh bien, en général, je parle des élites qui ont eu des spécialisations en Occident, des élites qui ont été à l'école étrangère et qui sont capables, en raison de leur formation, de traduire en des termes nouveaux la pensée ancestrale codifiée à l'intérieur de nos traditions. Il s'agit donc pour moi de demander à ces élites de revenir à ces traditions, de tenter de les comprendre et de leur donner une armature théorique à la lumière de la science qui se fait. En d'autres termes, si quelqu'un est par exemple juriste, il s'agit pour lui en tant que juriste de venir interroger le droit africain et de poser les questions fondamentales qui permettraient à ce droit africain de se réarmer en tant que droit susceptible d'être enseigné dans nos écoles, mais en même temps qui pourrait être prescrite pour notre justice et pourquoi pas pour nos institutions. S'il y a quelqu'un qui travaille en économie, par exemple, il ferait de même, en architecture, de même, ainsi de suite. Donc, en réalité, quand je m'adresse aux élites qui sont capables et qui ont surtout envie de le faire, qui ont la passion pour cette Afrique et dont l'enjeu, pour eux aussi, comme pour moi, c'est que nous puissions construire de nouvelles bases théoriques pour cette Afrique. Voilà en réalité ce que je voulais dire. Si ces élites sont actuellement celles qui dirigent l'Afrique, souvent formées en Occident, avec comme socle ou comme vision leur paradigme, est-il raisonnable de compter sur eux pour organiser et mettre en place ces théories ? Eh bien, je pense effectivement à ces élites qui aujourd'hui occupent la scène, qui sont sur le devant de la scène en Afrique, le devant de la scène politique, étant entendu que ce sont ces élites qui sont capables de mettre toutes ces recherches que nous faisons au service de leur peuple. Vous savez très bien que pour mettre ces recherches au service de nos peuples, il faut bien qu'il y ait des personnes à des instances de décision. Ces instances de décision sont les ministères que nous avons dans tous les pays africains. Donc, il s'agit pour que nous puissions avancer que chacun de ces ministères est à l'intérieur des élites capables de décision où elles se trouvent. Ainsi donc, ces élites chargées de ces théories pourrait de manière astucieuse permettre de faire changer les choses ou tout au moins bouger certaines lignes fortes de telle manière que ces théories prennent assise dans le corps social. Il reste bien entendu que c'est le système éducatif qui est le lieu le plus sûr pour nous, étant entendu que ces théories seraient remâchées, revisitées, afin que de la 6e en terminale, de la première année de l'université au doctorat, et même, pourquoi pas, de l'école primaire, de la section d'initiation au CM2, que ces théories soient rabâchées, remises à leur niveau mental le plus inférieur, et surtout stratifiées pour que de l'école primaire jusqu'à l'université, on puisse les réapprendre et que les petits Africains de demain ne soient plus étrangers à leur culture comme aujourd'hui. Voilà un tout petit peu la question qui me préoccupait. Des théories ont déjà été échafaudées par Cheikh Anta Diop et Sankara, entre autres. Pourquoi en élaborer d'autres alors que celles-ci n'ont pas été appliquées ? Je ne pense pas que Cheikh Anta Diop et Sankara, Thomas Sankara, il me semble que c'est de lui qu'il s'agit. Je ne pense pas qu'ils aient élaboré des théories pour l'Afrique. Moi, je pense que le discours de Cheikh Anta Diop, que je connais bien, a eu 2 versants historiques. Le premier versant, Cheikh Anta Diop nous a dit « Regardez l'Afrique profonde et étudiez l'Égypte ancienne. Vous allez vous rendre compte que cette Égypte ancienne que moi, Cheikh Anta Diop, je connais et que je pratique, cette Égypte ancienne, disais-je, est exactement le reflet de nos cultures actuelles. Pour cette raison, il est important que l'Égypte que je regarde avec mes yeux nouveaux d'Africains, que nous nous rendions à l'évidence que cette Égypte était une Égypte pharaonique nègre. N'oublions pas qu'il y a une tentative d'usurpation du rôle de l'Égypte dans l'histoire.
N'oublions pas qu'on a tenté de nous faire croire que cette Égypte était métissée et qu'une fois de plus, la grandeur et le rayonnement de cette Égypte nous provenaient des civilisations dites helléniques, c'est-à-dire occidentales. Donc c'est me rendant l'évidence que cette Égypte, et à la suite bien sûr des auteurs avant moi qui l'avaient déjà dit et qui m'avaient précédé, c'est à la suite de ces auteurs que je me suis permis d'approfondir la question de l'Égypte et que j'y ai appelé Théophile Obenga, mon ami de tout le temps, pour que nous comprenions ensemble de quoi il est question. Et c'est Cheikh Anta Diop qui le dit, bien sûr, j'espère que vous le comprenez. Et donc c'est Cheikh Anta Diop qui nous dit, regardez donc cette Égypte et vous allez vous rendre à l'évidence que cette Égypte n'est que le reflet de votre culture. Cheikh Anta Diop va plus loin. Il dit, étant donné que je regarde la rationalité scientifique avancée de notre temps, je me rends compte que les sciences qui sont en train de se faire sont conformes à ce que je crois avoir vu en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, Cheikh Anta Diop nous dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Et vous êtes capable d'intervenir de manière rationnelle sur les enjeux nouveaux que la connaissance est en train de nous présenter en termes de complexité. En d'autres termes, Cheikh Anta Diop avait déjà bien perçu la relation qui existe entre les traditions de l'Égypte pharaonique et la science avancée de notre temps. Et c'est en cela que Cheikh Anta Diop nous dit, faites gaffe, si vous regardez très bien ce qui se passe en Égypte, vous êtes capable non seulement de comprendre où l'Occident vous a floué en vous faisant croire que l'Égypte n'était pas née, mais mieux encore, pour demain, je peux vous rassurer que si vous êtes armé de cette science, vous comprendrez très bien que cette science qui se fait a une relation très étroite avec l'Antiquité égyptienne. Voilà ce que Cheikh Anta Diop a voulu nous dire. Et il me semble que c'est bien de ce débat qu'il s'agit. Il ne s'est pas agi d'une théorie particulière dont l'enjeu serait de dire aux Africains, voilà votre droit, voilà votre économie, voilà votre philosophie, voilà votre architecture, voilà, etc. Certes, il a établi dans chaque domaine ce que les Égyptiens de l'époque faisaient. Mais Cheikh Anta Diop n'a pas fait le travail de théorie, de refondation en termes de codification des savoirs à la lumière de la science d'aujourd'hui. Bien sûr, je ne doute pas un seul instant que si Cheikh Anta Diop avait eu le temps de le faire, il l'aurait fait. Mais néanmoins, il nous appartient aujourd'hui donc de refaire ce travail de reconversion en regardant de très près toutes nos cultures actuelles, en nous reposant la question de savoir est-ce que ces cultures ont une relation avec l'Égypte? Si oui, en quoi? Et ensuite, la dernière question serait est-ce que ces cultures ont effectivement quelque chose à voir avec la science avancée de notre temps? Voilà ce que je crois que Cheikh Anta Diop a dit. Concernant Sankara, je ne pense pas que Sankara ait posé de théorie. Je pense que Sankara nous a simplement montré de manière pratique comment est-ce qu'en retournant à nos racines, nous pouvions tenter de reconquérir demain. Or, moi, je parle des théories scientifiques entendues comme étant l'enjeu du contrôle théorique de nos traditions et la capacité de faire en sorte que cette tradition soit conforme à la science qui se fait. Voilà un tout petit peu ce que je pense concernant ça. Ne pensez-vous pas qu'il appartient aux penseurs libérés de ces paradigmes étrangers et attachés aux nôtres de les concevoir ? Bien sûr, je crois que les penseurs africains n'arriveront pas à cette quête s'ils ne sont pas libérés. Il est très important, et je suis d'accord avec vous, votre question le montre, il est très important que les Africains ne fassent pas cette quête dangereuse souvent de synthèse et de syncrétisme qu'on voit dans nos thèses de manière régulière. Je prends l'exemple pour que vous compreniez. Il y a beaucoup de chercheurs qui prétendent par exemple parler de la femme africaine en parlant de la femme d'aujourd'hui dans une Afrique d'aujourd'hui déjà colonisée. Comment voulez-vous qu'ils aient des réponses adéquates s'ils s'en tiennent uniquement à la femme d'aujourd'hui dont on voit effectivement que sur le plan général juridique, elle n'a plus les ressorts qui étaient les siens lorsqu'elle était dans l'Afrique traditionnelle. N'oublions pas que nous avons eu 2 coupures magistrales civilisationnelles. La première coupure, c'est celle du modèle arabo-islamique
qui a tenté d'imposer aux Africains leur manière d'être, la manière, je veux dire, des Arabes d'être. Toutes nos cultures, et vous allez très bien le remarquer, ethniques, se sont séparées de nos traditions comme si elles étaient par essence fondamentalement opposées à toute idée de modernité. Cruel pour l'Afrique que le modèle chrétien, dans la mesure où le nombre de déportés en esclavage, avec les morts qui s'ensuivent, ont été importants dans les deux cas. Voilà donc tout simplement ce que je voulais dire. Et en cela, je dis que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que les anciens ont fait. Je parle des savants comme les Gerber-Veng, les gens comme les Jean Markella, dont les écrits sont connus un peu partout dans le monde, mais qui ont eu malheureusement la maladresse de faire des recherches et chaque fois de faire en sorte que ces recherches profitent plus à la chrétienté ou au christianisme proclamé universel. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des Africains qui font des thèses uniquement dans le sens d'enrichir le modèle dominant, le modèle universel chrétien, au lieu de poser nos religions traditionnelles comme étant des religions entièrement autonomes, au lieu de penser l'Afrique comme un modèle à part entière, digne d'intérêt sur le plan scientifique. C'est ainsi que vous voyez très bien, il y a une pensée juive, il y a une pensée chrétienne occidentale, il y a une pensée japonaise, il y a une pensée arabe, mais l'Afrique tarde à avoir sa pensée et tout se passe comme si l'Afrique n'aurait pas de pensée. Et je crois qu'il y a même beaucoup d'Africains qui le pensent, et d'Africains sérieux, d'intellectuels, dignes d'intérêt, qui croient que l'Afrique n'a pas eu de pensée et qui ne sont même plus capables de savoir s'il est possible de se réapproprier cette pensée qui a été diluée dans le modèle du christianisme. Voilà la question de fond, et je suis d'accord avec vous. Il est souhaitable que les Africains libérés de ces paradigmes, donc je veux dire, les égyptologues devraient être en première ligne pour cette chose. Il est souhaitable que ce soit les Africains libérés qui puissent faire ce travail pour que l'Afrique s'en sorte. Je signale donc en passant que pour que nous ayons de bons résultats, de bonnes thèses, de bonnes théories, il faudrait que nous abordions ce problème de recherche sur 3 plans. Le premier plan, c'est que si nous voulons par exemple parler de la femme africaine, si nous voulons par exemple parler des institutions africaines, si nous voulons parler du modèle économique africain, la première question doit être: est-ce que l'Afrique antique égyptienne a fait cas de cette question? Si oui, si nous sommes capables de dire ce que l'Égypte ancienne a produit en termes d'économie, de modèle politique, juridique ou de modèle concernant la femme, voilà la première partie de la recherche que nous devons faire. La deuxième partie consisterait donc à nous poser la question, en termes de culture, quels sont les apports islamiques qui ont été adressés à l'endroit de nos cultures actuelles? Quels sont les apports du christianisme pour que nous sachions démêler les chevaux? Il n'est pas souhaitable que nous ne sachions pas de manière exacte les apports chrétiens ou les apports islamiques dans le cadre actuel de nos cultures, parce qu'on a souvent tendance à tout confondre. Il y a souvent des modèles de pensée qui sont uniquement chrétiens ou islamiques, que l'on croit être des modèles africains, en raison du fait que ces modèles ont plus ou moins absorbé les nôtres. Non, il faudrait que nous sachions exactement quelle est la boîte noire de notre pensée. Et il s'agit de faire en sorte que cette boîte noire, que nous sachions la dissocier des apports islamiques et des apports chrétiens. Et enfin, la troisième question que le bon chercheur doit se poser, c'est: est-ce que je suis certain que les questions que je tente de résoudre n'ont pas de solutions dans la pensée africaine? Si oui, quelles sont ces solutions? Ou alors, est-ce que la science actuelle qui est en train de se faire, s'agissant de ce dont je voudrais parler, cette science n'a-t-elle rien à voir avec la pensée africaine telle qu'elle était? Voilà les 3 questions fondamentales pour comprendre l'Afrique profonde. Et je suis d'accord avec vous, c'est des personnes qui sont libérées des paradigmes judéo-chrétiens ou arabes. Vous-même, M. Bassong, en tant que penseur contemporain attaché à nos valeurs ancestrales, en avez-vous? Je crois que j'ai tenté de poser les fondements théoriques dans les domaines que je maîtrise le plus.
mais je n'ai pas souvent posé le titre de mes livres en termes de théorie. J'aurais bien pu le faire, mais je me suis gardé de le faire parce qu'en réalité, je travaille pour le moment sur les fondations. Il est clair que dans les 5 ans qui suivent, je crois que je ferai tout pour que ces théories puissent paraître en bonne et due forme. Mes livres, je ne les ai pas appelés théories dans un premier temps. Le premier livre, par exemple, c'est l'esthétique de l'art africain. Je n'ai pas voulu parler de la théorie esthétique de l'art africain pour la simple raison que je n'ai pas traité dans tous les détails, tous les contours de l'art africain. Mais les fondements y sont. Ce livre esthétique de l'art africain se trouve publié chez l'Harmattan. Le deuxième livre que j'ai publié, c'était la méthode de la philosophie africaine. Là aussi, en termes de philosophie, j'ai voulu montrer que les Africains de l'époque traditionnelle disposaient d'une méthode de traitement, d'analyse de leur mode d'être. Et je voulais souligner, en précisant la méthode de la philosophie africaine, je voulais souligner, disais-je, l'idée selon laquelle cette méthode n'est pas celle que l'Occident utilise pour faire la philosophie. Et je voudrais très bien préciser que la philosophie africaine est davantage une sagesse. Sagesse, je dis sagesse parce que la sagesse fluctue entre la science et la philosophie. La sagesse africaine ne se dote pas d'une rhétorique autant puissante que celle de la philosophie que nous connaissons, parce que le terme de cette sagesse est un terme qui est plutôt scientifique. Je voudrais dire que la pensée africaine est fondée sur une science, la cosmologie, et cette science qui est la cosmologie se retrouve sous la forme de mythes qui sont des mythes philosophiques. Peut-être que c'est très difficile de vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, mais si vous lisez mon dernier ouvrage, La pensée africaine, je fais précisément le point sur cette question, à savoir, qu'est-ce qui a fondé la pensée africaine? Et dans mon livre, si vous l'achetez, ce livre dont vous parlez tout à l'heure, si vous l'achetez, vous allez vous rendre à l'évidence que la pensée philosophique africaine est fondée sur une pensée scientifique cohérente et pertinente. Cette pensée scientifique est ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie et même la physique quantique. Parce que lorsque vous lisez les textes égyptiens anciens, vous vous rendez compte que vous êtes à mi-chemin entre la cosmologie, la physique quantique et même, j'allais dire, l'astrophysique. Par certains contours, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que la méthode de la philosophie africaine a été mon deuxième livre et je l'ai approfondi dans la pensée africaine qui vient de paraître. Et le troisième livre, c'était les fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale. Là aussi, vous voyez, le titre parle en lui-même. J'ai voulu établir les fondements théoriques de ce qui a constitué l'état de droit en Afrique. Parce que lorsqu'on entend souvent état de droit, il y a beaucoup d'Africains qui croient que l'état de droit, c'est l'état moderne. Non, je regrette. Dans la pensée africaine, il y a eu des modèles d'état de droit. Nos empires ancestraux, l'empire du Mali, du Ghana, ont été des états de droit. Même l'empire égyptien était un état de droit. Et d'ailleurs, je montre dans ce livre que ce modèle de l'état était plus pertinent que le modèle actuel. Et c'est cela que je redis. Je redis que dans tous les domaines de la connaissance, Cheikh Anta Diop avait raison de penser que les modèles africains pouvaient faire figure à part entière de théorie fondationnelle pour l'Afrique de demain, non seulement en termes de cohérence et en termes de pertinence. Et en ce moment, je suis en train d'écrire la théorie africaine de la connaissance parce que j'approfondis en ce moment ce que mon dernier livre, La pensée africaine, mettait en ordre. J'approfondis les thèmes qui concernent en ce moment donc la musique, l'art, l'architecture, le droit, politique, économie, etc. Je fais donc le point sur toutes ces questions, étant entendu que je prépare l'arrière-garde pour que demain, nos théories soient suffisamment performantes en termes de détails. Parce que vous savez, lorsque je travaille sur un domaine comme l'état de droit, ou lorsque je voudrais travailler sur un domaine comme l'économie africaine, je ne suis pas capable de faire en détail les problèmes relatifs à la banque, à la monnaie, etc., n'étant pas moi-même monétariste ni un banquier.
Donc, il s'agit, pour tous ceux qui sont spécialisés dans tous ces domaines, de récupérer ce travail de fond et de faire... Les théories, selon vous, suffiront-elles à sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve ? En effet, ne faut-il pas leur ajouter une volonté politique ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez raison de poser cette question, hein, à savoir, est-ce qu'il suffira de faire la théorie pour que l'Afrique s'en sorte ? Forcément non. Forcément non. Nous devons dans un premier temps faire cette théorie-là en nous posant la question de savoir est-ce que nous aurons les leaders qui vont les prendre en charge afin de les mettre dans le modèle politique. Je le dis parce que vous avez vu par exemple Gbagbo, vous avez vu ce qui est arrivé à Gbagbo lorsqu'il a cru pouvoir défier l'Occident. Il lui a manqué une théorie monétaire, il lui a manqué une théorie économique, il lui a manqué une théorie politique. Parce qu'il a été pris dans le piège des modèles de l'Occident. Et ces modèles-là, ils ne pouvaient pas lutter contre ces mêmes modèles dans le cadre de sa volonté de prendre en charge le destin de la Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez, si vous n'avez pas un chef d'État ou un leader politique, dont l'enjeu c'est de prendre en charge ces théories pour les mettre en exécution dans les pays africains, nous ne pourrons pas nous en sortir. D'où l'idée selon laquelle, après ces théories, nous commençons à nous préoccuper de prendre le pouvoir partout en Afrique. C'est ça ce que les Kamites doivent se faire et se mettre en tête. Il s'agira, lorsque nous aurons fini d'écrire cette théorie, de faire en sorte que les Kamites se préoccupent de savoir comment prendre le pouvoir partout en Afrique. Il me semble qu'il y a des Africains, des Kamites qui s'en préoccupent. Je crois que Jean-Pierre Kaya, avec qui j'ai eu des discussions, s'en préoccupe. Et je crois même qu'il a monté un mouvement de libération dont il tente de poser les jalons dans tous les pays africains, dans ce qu'il appelle le Parti révolutionnaire. Il y a les Kofi Gomez qui sont préoccupés par ces questions. Je crois que Calix Biala aussi, dans une moindre mesure. Mais il y a des Kamites qui me semblent être attachés à l'idée selon laquelle nous n'allons pas nous contenter uniquement de pondre des livres, mais le temps arrive où nous devons nous préoccuper de savoir si nous ne pouvons pas renverser le pouvoir partout en Afrique. Quand je dis renverser, ce n'est pas d'un point de vue militaire, encore que nous n'ayons pas les moyens, nous autres qui réfléchissons sur l'Afrique de demain en termes de théorie. Mais il s'agit de savoir si des Africains parmi nous ne prendraient pas en charge l'idée saine d'infiltrer le pouvoir politique partout en Afrique et de faire en sorte que nos idées puissent gagner de plus en plus du terrain. Voilà un peu ce à quoi je crois qu'il faut s'attacher. Donc je suis d'accord avec vous, sortir de l'Afrique avec nos théories, mais encore avec une volonté politique, étant entendu que cette volonté politique permettrait à cette théorie de faire corps avec le corps social et avec nos institutions. Pensez-vous que ces théories doivent être diffusées auprès de la diaspora, étant donné que par définition, celle-ci est à l'extérieur de Kemet ? Je comprends ce que vous voulez dire. Vous pensez peut-être que les théories, si nous finissons par les faire, la diaspora qui est éloignée des réalités ou tout au moins qui n'est pas en place en Afrique pourrait s'en approprier pour d'autres circonstances. Je ne pense pas. Je pense qu'une théorie est une théorie et elle ressemble aux théories de l'Occident ou aux théories sur l'économie, sur la pratique politique que l'Asie nous offre. Je crois que les théories sont les théories et les aspects scientifiques doivent être diffusés afin que le débat s'engage. Et je pense que tout le monde peut apporter beaucoup aux théories africaines. D'ailleurs, je ne crois pas vous révéler qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont aidé les Africains à mieux se comprendre. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui aident les Africains à parfaire leur modèle théorique, puisqu'ils ont fait des recherches concernant ces aspects. Donc, on ne ferme pas, on ouvre, on fait en sorte que tout le monde comprenne ces théories, que tout le monde apporte sa pierre. Et je crois que ce n'est que de cette façon que la diaspora aura aussi son mot à dire dans le contexte de cette théorie. Les théories sont par essence discutables et elles sont falsifiables, comme on dit en science, c'est-à-dire que il n'y a que la rationalité et la cohérence des avis qui importent. Comment pensez-vous qu'il faille diffuser ces théories à Kemet et à sa diaspora ?
sans que celle-ci soit trop élitiste et écarte le peuple kémite. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Vous pensez que le thème théorie, effectivement, comme il fait peur, c'est vrai qu'a priori c'est très élitiste. Mais je pense que toutes les théories sont faites pour ne pas être des choses diffusables de cette manière-là à tout le monde. Et l'enjeu précisément, c'est que les journalistes que vous êtes, l'enjeu c'est que le système éducatif les transporte au niveau le plus bas possible. A priori, les chercheurs de grand calibre ne peuvent pas en même temps, pas forcément, ne sont pas forcément ceux qui doivent diffuser le plus facilement possible leurs expériences. Même s'il est vrai qu'on trouve aujourd'hui dans le monde de très grands scientifiques qui ont cette capacité à dire en des mots très simples des choses extrêmement complexes. Je suis d'accord avec vous, nous devons faire cet effort. Mais en même temps, il est difficile à tout le monde de faire cet effort. Je veux dire à tous les scientifiques. Tout le monde ne peut pas aller de la même façon Kant ou Aristote. Mais il faut bien qu'il y ait des enseignants qui retransmettent ce que Kant dit en des thèmes très complexes à comprendre. Il faut bien qu'il y ait ces enseignants-là qui les retransmettent dans les lieux, dans les milieux scolaires. Donc votre préoccupation est saine et souhaitable. Et il s'agit donc que cette théorie que nous allons faire ou refaire soit administrée avec la plus grande, avec la plus grande scientificité, et que cette scientificité soit suffisamment mâchée pour que le commun des mortels, depuis l'université jusqu'à l'école primaire, puisse très bien les comprendre. Et je suis d'accord avec vous que nous devons attacher beaucoup d'importance à cette volonté de diffusion. Comment les théories dans le domaine spirituel peuvent-elles être vécues par la diaspora? Oui, cette question me préoccupe entièrement, puisqu'en réalité, je crois que je ne suis pas le seul à avoir cette idée. Cette idée taraude d'ailleurs beaucoup d'initiés, parce que moi, je dois vous dire que je suis initié au Cameroun chez un peuple qu'on appelle les Bassans. Et il est bon que ces théories deviennent spirituelles. Mais comment les théories deviennent spirituelles? Les théories sont spiritualisées lorsque les personnes qui en parlent sont capables de les mettre sous une forme religieuse. La forme religieuse suppose donc une manière d'écrire différente de la manière scientifique d'écrire. La forme religieuse suppose aussi des rituels qui permettent à celui qui les pratique d'entrer en conformité avec l'essence des choses, sans que cette essence soit très scientifique. Et là, donc, je suis d'accord avec vous, il nous faut des brochures autant que la rose croix la franc-maçonnerie, autant que la Bible ou le Coran. Il nous faut des brochures extrêmement simples, lisibles pour tout le monde, compréhensibles pour tout le monde, et que ces brochures aussi puissent circuler. La difficulté que nous allons avoir et que nous devions forcément faire comprendre à tout le monde, ce serait de faire en sorte que ces documents qui vont circuler ne soient pas dogmatiques au sens de la Bible ou le Coran, je m'explique. Au sens où les personnes qui prendraient nos documents aient le sentiment qu'il faille lutter à mort, comme on le voit dans les religions de la foi, où on voit des millions de morts au nom des prophètes qui, me semble-t-il, ne demandaient pas à voir des gens mourir. Vous savez très bien que si on demandait à Mahomet ou à Jésus aujourd'hui que tous ces morts pendant les fameuses périodes des croisades, où l'Occident chrétien était guéri à outrance avec ces millions de morts qu'on a constatés, ou à défaut ces millions de morts que l'on constate encore aujourd'hui avec l'islam, si on demandait à Jésus et à Mahomet de revenir pour s'expliquer, je crois qu'il dira à tout le monde qu'ils n'ont jamais pensé que les religions qui ont été écrites, et qu'eux-mêmes n'ont pas écrit de leurs mains, il faut le savoir, parce que c'est les suivants qui ont écrit ce qu'on voit, je pense qu'ils se retourneraient pour nous dire
que ça a été mal fait. Donc, en conséquence, je pense aussi que nous devons prendre le devant pour dire que notre enjeu, si nous voulons écrire des choses souhaitables pour la religion, les confréries africaines de demain, il ne faut pas que ce soit des choses dogmatiques. Il faut que ces choses soient de l'ordre de la piété, c'est-à-dire de l'ordre de la compréhension scientifique de l'ordre du monde, mais en des termes extrêmement simples pour que ça ne ressemble pas au dogme du christianisme ou au dogme de la religion islamique. Et en ce moment même, je me prépare à écrire un ouvrage dans ce sens. Je crois que je le titrerai « Le pouvoir de la religion africaine », à moins que ça ne soit le pouvoir de l'initiation africaine, le pouvoir de l'initiation africaine. Et dans ce livre, je ferai tout pour que les thèmes qui vont être abordés soient des termes extrêmement simples pour tout le monde, mais pas sous la forme des dogmes, mais sous la forme d'une meilleure compréhension de notre univers, de son fonctionnement scientifique et de la façon dont il est souhaitable pour nous de gérer l'humanité pour que demain soit meilleur pour tous. Voilà ce que je peux ajouter en ce qui concerne votre question. Pensez-vous que chaque grand groupe de Kemet, je pense à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, pensez-vous qu'elles doivent élaborer chacune leur propre théorie, car ce sont des communautés qui sont différentes, ou bien faut-il élaborer des théories communes avec peut-être des aménagements selon les spécificités de chacun et chacune? Eh bien, vous avez raison. Mon travail que je fais, le travail de création d'une théorie commune de toutes les pratiques ancestrales, il faut que je précise que ce ne sont pas mes théories. Je ne fais que reprendre ce que nos ancêtres faisaient dans leur tradition pour tenter de leur donner un contenu théorique acceptable par tous et discutable, contrôlable par ailleurs. Ce sont des théories qui sont communes, parce que je m'efforce dans ces théories de prendre des groupes dont j'ai les écrits sous la main. Je voudrais dire que, par exemple, en ce moment où je suis en train d'écrire la théorie africaine de la connaissance, j'ai 5 grands groupes. J'ai les Ashanti, j'ai les Bambara, j'ai les Bassa dont je suis issu et dont je connais profondément certaines traditions, pas toutes, mais dont je connais l'essentiel, mais aussi les Douala, par exemple, les Ngala Douala qu'on retrouve jusqu'au Zaïre. Eh bien, à partir de ces 4 à 5 grandes tribus qui ont formé aussi de grands royaumes, je mets sur pied la théorie qui est conforme à leur dire. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien ce que c'est qu'une théorie. Une théorie, c'est le squelette. C'est la base structurelle qui fonde le fond commun, bien que par ailleurs ce fond commun soit diversifié à travers toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, pour résumer, une théorie, c'est ce qu'il y a de stable structurellement, et c'est cette même théorie qui est à la fois diversifiée sur le plan de l'organisation. Vous savez très bien que dans le terre, dans l'espace, toutes les choses que nous faisons, toutes les pensées que nous avons, toutes les structures que nous avons sont condamnées à mourir, plus ou moins. On appelle ça l'entropie. Toutes les choses sont condamnées à vieillir, à mourir exactement comme l'homme meurt. Les langues dérivent exactement comme l'homme dérive. Donc, toutes nos manières de fonctionner ne sont pas statiques dans le temps et dans l'espace. Toutes ces manières de faire prennent des connotations différentes en fonction de l'écosystème. Parce que c'est l'écosystème qui imprime le modèle en termes de, j'allais dire, en termes transcendants. Par exemple, la langue, les intonations changent selon qu'on est en montagne ou en vallée. Donc vous comprenez très bien que selon qu'on est dans un milieu forestier ou dans un milieu de savane, le corps, l'architecture du corps et l'architecture de la langue, l'architecture de tout ce que nous faisons change. Et d'ailleurs, et vous le savez très bien, l'écosystème encore a plus d'importance. Parce que selon que vous êtes en forêt ou en savane, vous n'utilisez pas les mêmes atouts que la nature donne. Je prends un cas simple pour que vous compreniez. Le chasse-mouche, par exemple, en région de forêt,
il est fait avec les palmiers de raffia, les nervures des palmiers de raffia, tandis que c'est ce même chasse-mouche qu'on retrouve en savane avec, par exemple, les poils de cheval, qui constituent donc un treillis qui est dans le support du chasse-mouche. Donc voilà un cas, par exemple, qui vous montre qu'il y a une stabilité structurelle en termes de pensée, mais il y a une diversification en termes de ce que l'écosystème nous donne afin que nous nous adaptions. Et cela est valable dans les faits sociaux, dans les techniques traditionnelles. Cela aussi est effectif dans le cadre de la langue. Par exemple, quand nous étudions les langues africaines, négro-africaines que nous avons actuellement, ceux qui font les hiéroglyphes ou les langues anciennes de l'Égypte savent très bien qu'il y a des ressemblances entre ces langues-là et nos langues actuelles. Je vous donne des exemples très précis pour que vous compreniez. Par exemple, le dieu Thoth en Égypte, qui était le dieu de la connaissance de la vérité. Dans ma langue bassa, on dit Tos. Quand un sage dit Tosno, ça veut dire voilà la vérité des vérités. Vous voyez donc que le terme Tos, que vous croyez a priori être Thoth Ndjaouti, qui relève des traditions ancestrales africaines depuis l'Égypte pharaonique, se retrouve dans nos langues. Vous avez par exemple le dieu Atum. Quand on dit Atum en Égypte, le Bassa dit Atum, Batum, chez le Bassa actuel dit Batum. Et quand le Bassa dit Toumanko, c'est-à-dire que c'est un événement particulier qui advient et qui rappelle donc le Toum égyptien qui est advenu à l'existence afin que Ra le porte en gloire. Il y a beaucoup d'autres mots. Le terme Maat en Égypte, qui est le dieu de la vérité, de la justice. Le Bassa que je dis dit Mea, pour dire écoute ce que je veux dire. En réalité, dans l'ancien Bassa, on dirait la vérité est que je vous dis que Mea. Vous comprenez? Donc, Maat, c'est Mea, c'est-à-dire le Bassa se dit par exemple Man Mea, c'est-à-dire c'est l'enfant de la justice et de la vérité. Et si vous demandez au Bassa actuel, ils ne pourront pas vous dire parce qu'ils n'ont pas la relation avec l'ancienne Égypte. D'où donc vous comprenez, notre relation à l'Égypte est si profonde que si nous ne nous réapproprions pas les racines de l'Égypte, nous ne pouvons pas comprendre de fond en comble nos langues actuelles. Donc, je suis d'accord avec vous que les théories qui vont être élaborées doivent être reprises par chaque communauté. Parce que ce que je dis dans mes livres, par exemple, ne concerne pas toutes les communautés. Je veux dire, lorsque je prends 5 grandes communautés, ces 5 grandes communautés ne forment pas au moins les 1000 communautés diverses par les langues de l'Afrique. Donc chacun d'entre nous doit reprendre dans sa langue respective ce que l'Afrique dit et de tenter de voir si ce que j'ai apporté par rapport à mon raisonnement et par rapport à mes réflexions, si j'ai effectué des écarts à la norme. C'est ça la science. Donc, nous devons faire ces efforts et ces efforts doivent se répercuter au sein de nos ethnies respectives, au sein de l'Afrique centrale, au sein de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique ancienne. Et c'est de là que nous aurons des théories de plus en plus solides et cohérentes. Et c'est donc en cela que je pense que vous avez raison de dire qu'il y aura des spécificités pour chacune de notre communauté à apporter, autant qu'il y aura un corpus fondamental pour nous tous. Parce que voyez-vous, lorsque vous êtes en Occident, quand on vous apprend la théorie générale du droit. Mais c'est ce droit qui est en Allemagne, qui est en France, qui est en Angleterre, qui est en Suède, qui est partout en Finlande. Mais pourtant, il s'agit d'une théorie. Et si vous allez regarder ceux qui parlent de cette théorie, les Français, les Allemands, des langues extrêmement différentes. Voilà ce que nous devons aussi faire. Nous devons avoir des théories enseignables à l'université, tout comme à l'école primaire et dans le secondaire, mais en même temps que nous sommes différents, en même temps que nous sommes Maliens, Camerounais, Nigériens, Sénégalais, nous devons avoir cette théorie, autant que l'Occident aussi a sa théorie générale, en ayant des Français, des Allemands, des Anglais, etc., qui sont différents entre eux. Voilà donc globalement, il me semble que nous devons arriver. Je vous remercie donc pour toutes les questions que vous avez formulées à mon endroit, afin que je puisse répondre de manière, j'allais dire, plus détaillée à ce que vous avez entendu lors de mon intervention sur Pensée africaine. Forcément, je ne réponds pas à toutes les attentes. En 10 questions,
on ne peut pas balayer l'ensemble des problématiques africaines. Mais comme je suis avec vous et permanent désormais dans votre radio, je crois que nous aurons le temps d'aborder toutes les autres questions et je reste à votre disposition. J'espère bien que nous finirons par arriver à un mode de réaction, comme on dit souvent, d'interaction radiophonique, où en parlant que les personnes qui ont des questions immédiatement me les posent chemin faisant ou à la fin de l'émission. J'espère que nous allons y arriver. Mais pour le moment, vous savez, nous ne sommes pas les dieux de la technique. Nous allons nous contenter uniquement des possibilités que nous avons et que nous avons utilisées pour vous faire parvenir les messages que vous avez reçus en ce moment. Je vous remercie pour tout, Madame Keïta, et à très bientôt.